Chronolife, un autre monde. Le continent le plus en vogue du moment est désormais ouvert. Lorsque tu te connectes à un autre monde, la première chose qui t'attend, ce sont 100 millions de nouveaux utilisateurs, des compagnons incroyables et la conquête de donjons et de boss à leur côté. Du moins, c'est ce que les développeurs de ce jeu avaient promis. Alerte système, un nouveau personnage a été créé. Bienvenue, Roi Goplayer. Après avoir entendu le message de bienvenue du système, le protagoniste resta immobile quelques secondes de plus, fixant l'horizon. Sans aucun doute, les paysages du nouveau continent étaient à couper le souffle. Cependant, quelque chose clochait. Pourquoi diable n'y a-t-il personne ici, pensa-t-il. Où étaient donc ces 100 millions de nouveaux utilisateurs promis? Et qu'est-ce que c'était, ce truc qu'il tenait en main? Une pelle? Sans comprendre ce que les développeurs attendaient de lui avec cet objet, le roi Gok planta la pelle dans le sol. À cet instant précis, la terre sous ses pieds s'illumina d'une intense lumière bleue. Soudain, un énorme bloc de terre fut projeté dans les airs. Le spectacle laissa littéralement le garçon paralysé. Le bloc retomba avec fracas à ses pieds, et Gok, encore sous le choc, le regarda, complètement déconcerté. C'est quoi ce délire? Je me suis trompé de jeu ou quoi? Pensa-t-il. Ne sachant plus à quoi s'attendre de ce bout de terre complètement fou, il décida de donner un coup de pelle dans le bloc. Il y eut une petite explosion. Le morceau de terre disparut sous ses yeux et apparut dans son inventaire. En même temps, il semblait que les créateurs de Chronolife avaient tout simplement copié les mécaniques de base du jeu le plus populaire de l'humanité. Voulant voir si cela fonctionnerait avec d'autres objets, Gok courut jusqu'à l'arbre le plus proche, et lorsqu'il frappa le tronc avec la pelle, un morceau se détacha et alla directement dans son inventaire. Peu après, le système informa le joueur qu'un nouvel objet d'artisanat était disponible. Dans la fenêtre qui apparut devant lui, l'utilisateur était invité à fabriquer une chaise en utilisant simplement un morceau de bois. Mais était-ce vraiment aussi simple? Il n'y avait quand même pas moyen de créer une chaise en un seul clic, non? Après avoir réfléchi un moment, Gok valida la fabrication. À cet instant précis, une chaise en bois commença à se matérialiser juste devant lui. Au final, la chaise fut créée et le bloc de bois disparut de l'inventaire du joueur. En s'adossant à sa chaise, Gok éclata de rire, tout excité, et commenta que les mécaniques étaient vraiment inhabituelles. Mais sa joie ne dura pas longtemps. Il se rendit vite compte qu'il était seul. Où est-ce que j'ai atterri? C'est vraiment Chronolife? Ce jeu n'était-il pas censé être un RPG où l'on tue des monstres et où l'on monte de niveau? Alerte du système. Le niveau de compétence en artisanat a augmenté. Plus d'objets d'artisanat sont désormais disponibles pour le joueur King Gok. Assis sur sa chaise, désespéré, Gok ouvrit le menu d'artisanat. Quelques objets supplémentaires étaient disponibles à fabriquer. Cela signifiait que le jeu comportait tout de même une certaine progression de compétences et de niveau. Désormais, le gars pouvait fabriquer une massue en bois, une épée et même une foutue catapulte de ciel. Et ce n'était pas tout. Dans la liste de tous ces objets, Gok remarqua quelque chose qu'il voulait faire en premier. Après l'avoir abattu plus d'arbres et rassemblé d'autres matériaux, il choisit le bon projet et commença à placer les blocs aux endroits indiqués par le jeu. Lorsqu'il eut terminé le travail, il poussa un soupir de soulagement. À présent, sa maison était prête. En réalité, le gameplay s'est révélé bien plus intéressant qu'il ne l'avait imaginé au départ. Bien sûr, l'intérieur de la nouvelle maison laissait beaucoup à désirer. Mais après tout, c'était son premier ouvrage. Satisfait de lui, le roi Gok s'allongea sur le lit qu'il venait de fabriquer. Ce monde n'était pas si mal, et les lits étaient plutôt confortables. C'était bien plus chaleureux que la véritable maison du roi Gok. Eh bien, c'était à prévoir. Le gars vivait dans un petit appartement en Corée du Sud. Les miracles arrivent à ceux qui essaient. Tes efforts ne te trahiront jamais. Conquiert la personne que tu étais hier. Ces phrases de motivation poussaient Gok à travailler jour après jour, et ont fini par transformer sa vie en une routine grise et monotone. Mais aujourd'hui, en entrant dans Chronolife, le garçon avait l'impression que tous les soucis de la semaine s'étaient envolés. En regardant la pelle dans sa main, Gok pensa aux possibilités que ce monde lui offrait. Une maison de 100 mètres carrés, ou peut-être une maison à 2 étages avec une cour. Il pouvait construire tout ce qu'il voulait et vivre comme il l'entendait. C'est alors qu'il se rendit compte que ce monde était vraiment merveilleux. Gok y pensait encore lorsqu'un rugissement bestial retentit derrière la porte d'entrée. En tournant la tête, il aperçut un ours lion féroce de niveau de danger A, debout sur le seuil. C'était la première fois que le garçon voyait un monstre de ce genre. Alors qu'il se demandait ce qu'il devait faire, la créature rugit et se rua sur lui. Par miracle, Gok réussit à sauter sur le côté et à éviter les griffes du monstre. Mais malheureusement, il ne s'en sortit pas indemne. Son lit douillet préféré fut réduit en miettes. Il n'allait pas laisser ce salaud s'en tirer après une telle audace. Tu es mort, cria Gok, pointant férocement la pelle vers l'ennemi. Cette espèce d'ours, pour avoir détruit les affaires d'autrui, j'allais le payer de ma vie. Et quand je disais de sa vie, je parlais bien sûr de la vie de Gok. Les enfants, ne jouez pas avec des animaux prédateurs à l'intérieur, sinon vous finirez dans la stratosphère comme cet idiot qui a voulu frapper un ours avec une pelle. Après avoir perdu quelques points d'expérience, il fut immédiatement réanimé en lieu sûr. C'est alors qu'il comprit enfin qu'il était trop faible. Regardant autour de lui, le garçon essaya de retrouver sa maison. À sa grande tristesse, il ne restait que des ruines de sa petite chaumière. Le lit comme la chaise était mort bravement dans un combat inégal contre le monstre. En larmes, serrant dans ses bras ce qu'il restait de sa chaise en bois, Gok tomba à genoux et hurla qu'il aurait suffi de le tuer, lui. Pourquoi diable ce fichu ours a-t-il dû détruire la maison qu'il avait construite avec tant d'efforts? Mais ce salaud reviendra tôt ou tard. Gok ne sait toujours pas comment, mais il se vengera à coup sûr de cet ours sans âme. Cela fait des heures qu'il parcourt son territoire. L'ours lion aperçut de nouveau une petite cabane au milieu du champ. D'un rugissement satisfait, le monstre défonça le mur de la cabane à toute vitesse. Mais en entrant, il se figea de désespoir. Bienvenue au club, mon pote, murmura Gok d'une voix sombre, en pointant les armes de la machine de siège sur l'intrus. La seconde suivante, il actionna le levier. Des dizaines de lances acérées transpercèrent la peau épaisse du monstre, mais cela ne suffit pas à le tuer. Cloué comme une cible de fléchette, l'ours lion fonça sur le protagoniste, et c'est pour des moments comme celui-ci que Gok avait récemment créé une catapulte. Ce petit ours a beaucoup de persévérance, mais il ne résistera pas à un coup pareil. Le projectile vola à grande vitesse vers le visage du monstre, lui arrachant toutes les dents. Comme prévu, l'ennemi ne survécut pas à la rencontre entre son crâne et l'énorme pierre. La pelle à la main, face au corps sans vie de la bête, Gok décida de s'assurer qu'elle ne reviendrait pas à la vie. Dès que la pointe de la pelle toucha la fourrure de l'ours, une lumière
bleue éclatante apparut. La récompense pour avoir vaincu un monstre de niveau de danger a été un morceau de viande, 2 peaux d'ours lion et 5 os. Et ce n'était pas tout. Dans le menu de création, le casque brutal suprême et l'armure d'ours lion étaient désormais disponibles. À présent, Gok est bien équipé et décide de partir à la chasse. Mais il n'avait aucune idée qu'il allait devenir non pas le chasseur, mais la proie. Il venait à peine de fermer le menu de création qu'une ombre s'abattit sur lui. Lorsqu'il se retourna, le garçon aperçut des hordes de créatures géantes. La rencontre se termina aussi vite qu'elle avait commencé, et ainsi Gok. Puis, pour la 12e fois, ou était-ce la 49e, les monstres brûlèrent sa maison et l'envoyèrent valser à nouveau. À sa 100e mort, ou à peu près, il commença enfin à douter d'avoir compris pourquoi ces créatures cherchaient à le tuer. Mais pourquoi détruisaient-ils sans cesse des cabanes parfaitement en état? Gok doit reconstruire ses huttes à partir de rien après chaque mort. Tout cela donne l'impression que ces types font ça juste pour t'énerver. Puisque c'est comme ça, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Tu croyais vraiment qu'ils allaient sortir Gok du jeu comme ça? Maintenant, ils l'ont tellement énervé qu'il n'y a plus aucune chance qu'il s'en aille d'ici. Encore et encore, il renaîtra, mais il finira quand même par tuer tous ces salauds tôt ou tard. Et ainsi arriva le temps de la 1000e réincarnation. Espérant une fois de plus détruire la modeste cabane du joueur misérable, les monstres tombèrent sur une structure aux proportions monstrueuses. Le bâtiment à toit très pointu était hérissé d'armes de tous les côtés. Au sommet, le personnage principal était assis sur un trône, une expression menaçante sur le visage. Après l'avoir expliqué aux monstres qu'ils n'avaient aucune chance de le combattre, le roi Gok leur ordonna d'amener le boss devant lui. À cet instant précis, il entendit le hurlement d'une bête volante qui approchait. La gueule grande ouverte, la créature s'apprêtait à dévorer sa victime quand soudain un rayon laser traversa le monstre volant, déchirant son corps. Ce tir était un avertissement pour les autres ennemis. S'il n'attaquait pas maintenant, il serait abattu un par un. Mais pourquoi restait-il immobile, sans bouger? Vous avez peur? Demanda Gok d'un ton menaçant, arborant un sourire arrogant. Ce discours plein d'assurance provoqua l'armée de monstres, qui se lança à l'assaut de toutes ses forces. Mais au même moment, la majorité fut massacrée par les armes défensives du château. Certains réussirent même à franchir la barrière de feu et à percuter le mur à toute vitesse, tentant de le briser. Ces tentatives ne faisaient qu'amuser Gok, qui laissait volontairement certains monstres s'approcher juste pour les brûler au lance-flammes. Le champ de bataille était devenu un véritable enfer. Les quelques monstres restants, réalisant l'absence totale d'espoir, tentèrent de fuir. Mais leur chef ne tolérait pas la lâcheté de ces pauvres imbéciles. Son nom est Grand Touriste, le chef des monstres venus de l'autre monde. Niveau de danger, Goat. Quiconque osait tourner le dos à l'ennemi, il l'écrasait de ses énormes pattes. Grand Touriste réapparut devant lui et cette fois, Gok espérait l'arrêter une bonne fois pour toutes. De son côté, le chef des monstres était persuadé que Gok était fini. Peu importe sa taille ou sa carrure imposante, il n'y avait aucun moyen d'empêcher Grand Touriste de respirer. Chargeant son attaque, le boss libéra le jet de flamme à pleine puissance. C'est tout, dit Gok au moment où le feu s'éteignit. Grand Touriste avait déjà affirmé que, peu importe la taille ou la masse de la structure, rien n'était censé résister à son souffle. Mais il ne le pensait que parce qu'il n'avait jamais affronté quelque chose d'aussi colossal que ce que Gok avait construit. Comparé à ce géant, Grand Touriste n'était qu'un petit lézard. Le résultat était aussi naturel que possible. Grand Touriste fut écrasé d'un seul coup de poing de ce Decepticon. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Comment on passe de Minecraft à Ingurant survitaminé? Demanda quelqu'un. Ayant vaincu le boss tant détesté, Gok sortit du cockpit de son grand et sauta au sol. Le garçon leva la pelle vers le torse de la créature morte. Une multitude de nouveaux objets apparurent immédiatement dans son inventaire. 10 pots de Grand Touriste, un œil, 2 crocs, un cœur, 6 gouttes de sang et d'autres choses inutiles qui ne valent pas la peine d'être mentionnées. La principale récompense pour Gok dans ce combat fut de remporter le titre de Yotziksak. Sa renommée commença à se répandre dans l'autre monde. De plus, le souverain de l'autre monde avait changé. Grand Touriste fut tué et remplacé par le roi Gok. Les êtres venus d'un autre monde n'oseraient plus défier le nouveau souverain. Cependant, ceci est loin d'être la fin. Puisque Gok possède le privilège de propriété, il peut désormais contrôler tout ce qui existe dans le monde de Chronolight. Ce n'est que le début pour lui. Désormais, il peut absolument tout faire. Pendant ce temps, dans le domaine d'un ancien seigneur venu d'un autre monde, les 7 commandants de légion avaient déjà reçu une alerte du système annonçant la mort du seigneur Grand Touriste. Le commandant Doro voulait d'abord envoyer une équipe d'enquête pour vérifier les faits, mais il changea vite d'avis. Le système ne se trompe pas, alors les monstres devaient se préparer à la guerre. Les créatures s'apprêtaient à mobiliser toutes leurs réserves quand, soudain, une puissante vibration retentit. Il n'y avait aucun doute possible sur l'origine de ces pas. Le seigneur Grand Touriste était arrivé dans son domaine, ce qui surprit énormément ses serviteurs. Après s'être incliné devant le seigneur, Doro, le commandant de la légion, rapporta qu'ils étaient sur le point d'envoyer leurs guerriers pour se venger. Ainsi, vous êtes tous rassemblés ici, dit une voix étrange sortant de la bouche du Grand Touriste. Lorsque les commandants de la légion levèrent les yeux, ils remarquèrent que leur seigneur avait l'air différent. Alors c'est vous qui m'avez tué et torturé tout ce temps? Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai construit, c'est vous qui l'avez détruit? Dit l'homme à l'appel d'une voix terrifiante, en ouvrant l'orbite de la machine et en pointant des dizaines de canons laser sur ses victimes. Gok comprit que chacun d'eux méritait exactement le même sort. Sans même écouter les protestations des monstres, il leur ordonna froidement de se taire et d'accepter leur destin. Le souffle enflammé, semblable à celui du Grand Touriste, incinéra le domaine de l'ancien seigneur sur le champ. Bientôt, le sol se refroidit et le silence s'installa. De retour sur Terre, le roi Gok commença à extraire des minéraux précieux. Au fait, voici le commandant de la 7e légion de l'armée du Grand Touriste, fidèle à Doro. Ce type sera désormais la mascotte du protagoniste. Demandant à son patron s'il était fatigué, Doro lui proposa son aide, affirmant qu'il pouvait s'en charger tout seul. Gok fit remarquer que Doro était plus grand autrefois. Comment avait-il survécu? D'ailleurs, la créature révéla alors qu'elle pouvait se régénérer même à partir d'une seule partie de son corps, bien qu'elle devienne de plus en plus petite et faible. Lorsque Gok déclara que, dans ce cas, il n'aurait aucun mal à l'achever, Doro le supplia en larmes d'épargner sa vie, tandis que Gok continuait à empiler des blocs de minerai sous ses pieds. Le protagoniste décida alors de poser une question au général de la Légion. Il voulait savoir pourquoi diable ils essayaient de le tuer. En réponse, Doro s'excusa à plusieurs reprises.
surpris. En réalité, un jour, le créateur leur rendit visite et leur fit une révélation. Après leur avoir ordonné d'éliminer le roi Gok, il disparut. Surpris par cette histoire, le protagoniste demanda pourquoi le créateur se battrait contre un simple utilisateur. Une abeille dans la ruche comprend elle l'esprit de l'apiculteur, marmonna Doro avec arrogance. Puis il se tut en entendant Gok dire qu'il se croyait bien trop important pour quelqu'un qu'on pouvait écraser d'un simple doigt. Quoi qu'il en soit, Doro ne sait pas s'il existe un moyen de retrouver le créateur, et elle ne peut donc pas non plus découvrir la véritable raison. En réalité, la créature avait elle aussi une question à ce moment-là. Que fais-tu exactement? Demanda Doro. Le roi Gok répondit en riant qu'il avait envie de faire quelque chose. Alors il avait décidé de construire une tour. Pointant son doigt vers le ciel, il ajouta qu'il avait toujours voulu s'y trouver au moins une fois. Ton objectif est d'atteindre la lune. Ça a l'air amusant. Et n'est-ce pas fascinant de se demander ce qu'on pourrait y trouver? Conclut-il. Doro, de son côté, s'écria que c'était absurde. Le mouvement relatif de l'étoile, l'orbite de la lune, le poids de la tour qui s'élève, survivre dans le vide spatial, il y avait de nombreux facteurs qui rendaient cela impossible. Cependant, le personnage expliqua que son petit ami réfléchissait de manière superficielle. Il irait là-bas parce que la lune est là. C'est une question de romantisme. Et puis, ce n'est qu'un jeu, donc d'une manière ou d'une autre, son idée de tour va fonctionner. Ébahi par la stupidité de cette logique et l'incompétence de la cause et de l'effet, Doro comprit enfin que ce type était un parfait idiot. Ils étaient condamnés. Mais désormais, la brute n'avait d'autre choix que de faire semblant de servir cet idiot comme son maître. Et lorsque l'occasion se présenterait, il ne manquerait pas de le détruire. Une journée entière passa. Le roi Gok et son petit compagnon continuèrent à construire la tour. Doro montait les blocs de minerai à l'étage pour le patron, et le protagoniste lui-même les plaçait aux bons endroits. De temps en temps, il faisait des pauses pour coordonner la conception de la tour, dans le but d'obtenir une plus grande stabilité. Les jours passaient. Une fois, Doro faillit se faire emporter par un énorme oiseau qui passait par là. Ah oui, il dormait aussi au sommet de la tour. Et pendant qu'ils dormaient, ils étaient protégés par le regretté golem Grand Touriste. En fait, ces deux-là me rappellent moi-même lorsque j'ai joué à Minecraft pour la première fois. Contrairement à eux, cependant, je n'ai jamais réussi à atteindre l'exosphère terrestre. Il faisait déjà froid là-haut, alors ils ont dû fabriquer des vêtements d'hiver. Mais malgré toutes ces difficultés, si l'on y réfléchit, au fil des jours de travail ininterrompu, ces deux-là sont devenus de bons amis. Bien sûr, tous ces événements n'ont pas échappé au créateur. Essayer d'atteindre la lune lui semblait aussi insensé, mais c'était intéressant. Le créateur ne voulait pas décevoir un joueur aussi dévoué. Alors, lorsqu'il atteindrait la lune, un événement intéressant l'Y attendrait. Bientôt, le roi Gok, Doro et leur nouveau chef ont enfilé des combinaisons spatiales et ont posé le pied sur la surface de la lune. C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour toute la communauté Minecraft. Le personnage n'aurait jamais imaginé qu'un jour, il ressentirait quelque chose comme ça. Mais celle qui était encore plus choquée, c'était Doro, qui criait de joie aussi fort qu'elle le pouvait. Il n'arrivait pas à croire qu'il l'avait vraiment fait. Ils avaient réellement construit une tour de blocs de la Terre jusqu'à la lune. Assis, les deux regardaient le plus grand crayon jamais construit dans Minecraft et commentaient à quel point le spectacle était incroyable. En fait, Doro n'avait jamais rien vu de tel de toute sa vie et n'avait donc aucune idée que la vue de la lune était si belle. Le général remercia Gok de lui avoir montré cela. Se relevant, le protagoniste proposa qu'ils arrêtent de se reposer et commencent à chercher des matériaux lunaires. À ce moment-là, un bruit assourdissant retentit. Vous êtes venus ici pour mourir, racaille de la planète bleue, grogna le monstre qui apparut devant eux d'un air menaçant. Cette créature s'appelait le lapin lunaire assoiffé de sang et son niveau de menace était essai. Ce petit lapin a même fait tout un numéro, mais il a été envoyé dans l'autre monde d'un seul coup. Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est effrayer un peu Gok et son compagnon. Doro n'a même pas eu le temps de comprendre d'où son patron avait sorti ce truc mécanique. Il s'est avéré que le lapin avait survécu. Relevant la tête, il rugit qu'aucun de ces vers de la planète bleue ne s'en sortirait vivant. Les sons qui sortaient de sa bouche ont failli rendre sur le protagoniste et son ami. Il s'avère que le poilu appelait ses compagnons. À présent, la situation commençait à devenir vraiment problématique. Rapidement, les lapins ont encerclé les deux amis. Gok a essayé de combattre ses adversaires, mais une seule griffe mécanique n'était clairement pas suffisante. En observant les efforts du chef contre la foule de lapins, Doro s'est rendu compte qu'il n'était pas préparé à une bataille d'une telle ampleur. Mais le général de la Légion remarqua que ces monstres n'attaquaient que cette personne et ne faisaient même pas attention à lui. Se rendant compte que c'était sa chance, la créature décida de retourner sur la planète. Cependant, en se rappelant la tour, quelque chose le fit hésiter. Alors qu'il tournait son regard vers la Terre, il se souvint exactement de qui lui avait montré cette vue époustouflante qu'il n'oublierait jamais. Pendant ce temps, Gok continuait à se battre contre la horde de monstres. Soudain, l'un des lapins découvrit l'angle mort du gars et l'attaqua par derrière. Au même moment, un certain projectile à grande vitesse traversa l'ennemi. C'était Doro qui, après avoir éliminé l'ennemi, atterrit à côté de son chef. Surpris, Gok déclara qu'il pensait que le général de la Légion allait s'enfuir. Doro, de son côté, expliqua qu'il ne laisserait pas son maître seul, car il lui était reconnaissant de lui avoir montré quelque chose d'aussi beau. Et avant que la foule de lapins ne leur saute dessus, le protagoniste dit qu'il aimait l'attitude de son partenaire. En un instant, les monstres s'abattirent de tout leur poids sur les deux. Doro pensait déjà que c'était la fin. Mais lorsqu'il ouvrit les yeux, il se rendit compte qu'il était sain et sauf, emporté loin des monstres grâce à la combinaison lunaire de Gok. Gok fit remarquer que Doro avait lui aussi goûté à l'aventure romantique dont il parlait. Il avait réussi l'épreuve. Il n'y avait donc plus aucune raison pour que le gars se retienne. Sa combinaison de puissance était équipée de plusieurs outils avec lesquels il allait détruire tous ces lapins bizarres. Tendant le bras en avant, Gok déchaîna la puissance de sa combinaison sur ses ennemis, un sourire sinistre aux lèvres. Un peu plus tard, assis sur la lune et regardant la terre, les deux amis trinquèrent avant de goûter à cette boisson inconnue. Doro demanda à son patron si c'était bien l'objectif initial. Gok expliqua alors que l'idée d'écrire son nom sur la lune lui était venue en cours de route. En réalité, ils avaient passé beaucoup de temps à tracer ses lettres. Doro se demanda pourquoi son maître s'amusait ainsi et accomplissait une tâche aussi étrange. Puis, en regardant à nouveau la planète, Gok expliqua que c'était amusant. Où d'autres pourraient-ils admirer la Terre depuis la lune? À peine eut-il cette pensée que son admiration pour le paysage fut interrompue par une sorte d'aura violette. Il s'avéra qu'il y avait une explosion d'une puissance inimaginable sur la surface.
là, un énorme morceau d'une autre planète disparut en quelques secondes. En observant tout cela, Doro n'arrivait pas à croire que sa planète préférée avait été presque à moitié détruite. Refermant la visière de sa combinaison, Gok ordonna à sa partenaire de rester là. Lui-même courut aussitôt dans la direction d'où provenait l'explosion. Tout s'était passé si vite que Doro n'eut même pas le temps de dire quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se passe? Bon sang. Qui aurait pu faire exploser la planète de cette façon? Pendant ce temps, le roi Gok avait déjà atteint la surface. Furieux à l'idée que ses bâtiments aient pu être détruits, il jura de tuer celui qui avait fait ça. Une fois au sol, il retira sa combinaison et tenta d'invoquer le golem grand touriste. À sa grande frustration, il ne parvenait à ressentir aucun signe du golem. Nulle part. Après avoir couru encore un peu, il aperçut enfin grand touriste, ou plutôt ce qu'il en restait. Le golem était même plus puissant que le dernier seigneur de ce monde. Qui aurait la force de le vaincre? À peine eut-il pensé à cela que des voix se firent entendre derrière lui. Patron, il y a quelqu'un de vivant ici, lança la voix aiguë d'une créature, en pointant l'arme dans la main de Gok. L'homme mystérieux éclata de rire. Quel genre de taré se promène avec une pelle? Cependant, Urus, qui volait aux côtés du chef, remarqua qu'il marchait lui-même avec un bâton en bois. Ce n'était pas une si grande différence. Cet homme possédait l'arme personnalisée la plus puissante du monde de Chronolife, un bâton en bois renforcé 99 fois. Mais cela n'inquiétait pas le roi Gok. À présent, il voulait savoir qui était ce salaud et comment il osait saccager sa propriété. Très bien, battons-nous, dit-il. Le plus puissant utilisateur de Chronolife, avec son bâton en bois renforcé plus de 99 fois, s'appelait Pease. Gok ne le connaissait pas. Il n'avait encore vu aucun des autres joueurs. En regardant le grand touriste détruit, le type comprit que c'était l'œuvre de ce cinglé avec une batte. Et puis il y avait la tour. Il avait travaillé si dur pour la construire, pour atteindre la lune et vivre un vrai moment de romance. Tout était fichu. Et pourquoi? C'était qui, ce type? Bon sang, après ce qu'il avait fait, c'était clairement un pervers qui ne portait rien d'autre que des sous-vêtements. Gok était furieux. Prépare-toi à répondre de tes actes, cria-t-il. Urus, la créature qui accompagnait le garçon, trouva la blague sur le pervers drôle et se moqua de son maître de toutes les manières possibles. Le gars au bâton sourit, amusé que Gok ne sache pas qu'il avait en face de lui. La paix avait encore un long chemin à parcourir et beaucoup à accomplir, mais Gok n'allait pas tarder à le découvrir. Soudain, Pease s'élança et fonça droit sur l'homme. Si le roi Gok ne savait pas à qui il avait affaire, il allait devoir payer pour son ignorance. Pease s'approcha rapidement de son adversaire, prêt à attaquer. Le coup de batte en bois était d'une force incroyable, mais Gok réussit à l'esquiver grâce à sa combinaison spatiale. C'était moi une. Le dernier coup a détruit le moteur gauche. Pease félicita son adversaire pour sa rapidité. Ce type avait beaucoup de comptes à rendre. Il révéla alors tout son nouvel arsenal d'armes extraterrestres. Attaque Luna Missile, cria-t-il. Plusieurs projectiles de calibres différents furent lancés en une seule salve sur Pease. Le gars trouvait le nom ridicule et amusant. Eh bien, mon adversaire a aussi de quoi se vanter. Pease asséna un puissant uppercut qui souleva des blocs de pierre dans les airs. Gok vit les rochers arriver et tenta une évacuation d'urgence. Quelques secondes avant, il était sorti de la combinaison spatiale qui fut touché et tomba au sol. Le gars donna alors un nom à sa prochaine création. Le château du roi émergea des profondeurs de la terre. Pease fut surpris par l'apparition de ce gigantesque château ambulant. Par des mouvements brusques, le château commença à frapper l'endroit où se trouvait Pease. Urus fut horrifié de voir son maître disparaître de sa vue. Pendant ce temps, Doro observait tout depuis la lune. Le dinosaure espérait que son maître allait bien. Le château du roi appuya sa gigantesque main sur un seul point, mais il n'arrivait toujours pas à clouer son adversaire au sol. Gok n'employait pas ses yeux. Ce type bloquait tout avec un simple bâton en bois. C'était maintenant à Pease de montrer de quoi il était capable. Le pervers grimpa rapidement le long du bras du géant, manifestement en train de préparer quelque chose d'incroyable. En un clin d'œil, Pease était déjà au sommet du château ambulant. Gok le vit planer au-dessus de sa forteresse. Coup vers le bas. La paix a crié, portant un coup dévastateur. À l'expression de son visage, Pease remarqua quelque chose d'étrange. Une multitude de cubes commencèrent à apparaître dans les airs. D'abord des dizaines, puis des centaines, des milliers, et des dizaines de milliers de cubes apparurent dans l'espace. Gok utilise son outil pour créer toute une armée de cubes de toutes sortes. Tout cela grâce à sa pelle. Une barrière d'1 million de cubes fut créée en quelques secondes, une défense supérieure contre une attaque supérieure. Pease essaie de découvrir qui est ce type qui possède autant de pouvoirs surnaturels. Même la paix est surprise. Ce garçon avec la pelle n'a vraiment pas froid aux yeux. Mais il faut que ça s'arrête ici. Le pervers en a assez de jouer à ça. Pease brise la barrière de blocs à une vitesse impressionnante et s'approche du personnage. Pelle contre bâton en bois, la collision est inévitable. Lequel sera le plus fort? Quel propriétaire d'outils l'emportera dans ce combat? La force de l'impact de ses coups était visible même depuis l'espace. La planète entière a tremblé sous l'effet de cette bataille. Des morceaux de la Terre se sont dispersés dans toutes les directions de l'espace. Une planète entière a été fendue en deux. Après un court moment, Urus a enfin retrouvé son maître. Ura était impressionné. Ce type avait réussi à détruire un monde entier. Peut-être que les développeurs auraient dû rendre le monde plus résistant. Soudain, Pease aperçut quelque chose à quoi il ne s'attendait pas. La pelle brillait d'une flamme bleue éclatante dans les mains de son propriétaire. Comment Gok a-t-il pu survivre à un truc pareil? Le roi Gok se trouvait sur l'un des morceaux de terre flottant dans l'espace. Il pouvait à peine respirer. Le gars ne voulait pas s'abandonner. Il a insulté le pervers et l'a de nouveau provoqué. Mais malheureusement, soit à cause de la fatigue, soit par manque d'air, Gok perdit connaissance. Cette pelle avait l'air vraiment suspecte. Ce type avait une arme aussi étrange, il n'est clairement pas un joueur ordinaire. Qui est-il vraiment? La paix s'émerveillait. Soudain, une énorme fissure apparut et deux personnes en sortirent, un homme et une femme. Le PDG de Chronolife est Choi Dukbe et son partenaire reste encore inconnu. Dukbe n'était pas content que le gars ait encore détruit une autre planète. Pease s'adressa à l'homme en l'appelant grand-père et lui demanda ce qu'il faisait là. L'homme posa la même question au gars. À ce moment-là, la jeune fille remarqua un autre utilisateur inconscient et s'approcha de lui. Pendant que la jeune fille essayait de ramener le gars à lui, Pease demande si cette beauté est la petite fille de son grand-père. En soulevant légèrement le gars, la brune continue d'essayer de déterminer l'état de Gok. Elle lui demande de faire preuve de plus de persévérance. Après tout, c'est elle qui s'est donné du mal pour rendre le gars plus fort, même si elle devait le tuer pendant le jeu. C'est un service d'assistance vraiment attentionné, ou, pour être plus précis, l'autre développeuse du
monde, Yuri. Le gars comprend à peine ce qu'elle dit, mais ça fait très mal. Gok a de nouveau perdu connaissance. Le plus important, c'est qu'il soit en vie. Le reste peut être réparé. La fille embrasse le garçon sur les lèvres. Voilà sans doute la romance dont Go parlait. Quelques instants plus tard, ses lèvres furent de nouveau brûlées par le vide de l'espace ouvert. Fais de beaux rêves, mon cher utilisateur. Au bout d'un moment, Doro essaie de réveiller son maître, lui tapant la joue avec la main. Il parvient à lui redonner le moral. Gok se lève brusquement et crie qu'il a mal, se tenant la tête. Le garçon essaie de se souvenir de ce qui s'est passé. Soudain, il commence à se rappeler des moments qui se sont produits récemment. Un monde détruit, une onde de choc qui a fendu la planète en deux, mais tout cela est terminé. Maintenant, tout est intact et sans dommage. Doro serre Gok dans ses bras avec joie. Il était heureux de voir son maître en bonne santé. Un peu gêné, il avoue qu'en réalité, il s'inquiétait surtout pour lui-même et de la façon dont il aurait dû vivre sur la Lune. À en juger par le fait que Doro était là, cela signifie que Gok est aux anges. Nerveusement, le gars, le dinosaure, vérifie que tous les membres de l'homme sont intacts. Gok se sentait en pleine forme malgré le fait d'avoir affronté un adversaire très puissant, bien qu'il se souvienne avoir été grièvement blessé lors du combat contre lui. Gok demande à Doro de lui raconter tout ce qui s'est passé après qu'il se soit évanoui. Doro serait ravi de tout lui raconter, tout ce qu'elle a vu. La première chose qui s'est produite, c'est que la Terre a été divisée en deux parties. Ensuite, une voix inconnue a commencé à émaner d'une immense fissure spatiale. La silhouette humaine a demandé de rester vigilant et de se calmer. La fille a emmené le garçon inconscient directement sur la Lune. Elle a rassuré Doro en lui disant que le garçon allait parfaitement bien et qu'il avait juste besoin de temps pour se remettre. Elle a utilisé un sort de guérison pour lui sauver la vie. C'était un sort extrêmement puissant. Doro a demandé qui était responsable de tout cela, si c'était la créatrice, si tout cela était de sa faute. Yuria a été flattée que Doro se souvienne d'elle, mais ce n'était pas elle qui avait fait ça. C'était la faute de tous les autres utilisateurs, du joueur Pease, avec sa batte en bois renforcée plus 99. Il est passé du serveur principal de Chronolith, la créature la plus puissante de cet univers. Un autre monde a protégé les nouveaux utilisateurs avec une barrière système qui empêche les utilisateurs du serveur principal d'entrer jusqu'à ce qu'elle soit détruite par la batte en bois renforcée plus 99. Il a détruit la barrière d'un seul coup écrasant. Il est retourné dans son monde d'origine maintenant, mais Pease reviendra. La paix de ce monde sera de nouveau menacée. Tout cela, c'est à Gok de le découvrir à son réveil. Le créateur attend beaucoup de ce type. Il doit faire ses preuves sur tous les plans et accomplir de grandes choses. Après avoir terminé son discours, Yuria a reconstruit la planète détruite. Une énergie colossale a comprimé les deux moitiés du globe. Tout ressemblait à la création d'une supernova. La poussière est retombée et Doro a essayé d'ouvrir les yeux. Sa surprise était indescriptible. La planète avait été entièrement restaurée. Doro regarda autour d'elle, mais le créateur avait disparu dès que sa présence n'était plus nécessaire. La barrière magique avait également été restaurée, exactement comme elle l'était lorsque Gok s'était évanoui après avoir écouté attentivement son acolyte. Le garçon hésita. Le type était moralement perdu en lui-même. Il était trop arrogant. Se faire appeler le souverain d'un autre monde lui avait fait croire qu'il était invincible. Il trouvait ça pathétique. Une fois de plus, il n'avait rien pu défendre. Doro rassura le monsieur. Après tout, il avait survécu au combat contre le joueur le plus fort, ce qui signifiait déjà qu'il s'était bien battu. Étrange, puisque le gars s'était contenté de bloquer les coups sans jamais contre-attaquer, tout ça grâce à cette pelle bizarre. Comment avait-il réussi à bloquer sa venant d'aide? Elle était capable de résister à l'arme la plus puissante, mais même un monde entier avait été détruit. Gok tendit la pelle à Doro et lui demanda s'il savait de quel matériau elle était faite, mais Doro n'est qu'un dinosaure. Il ne connaît rien aux minéraux, mais il a une idée de qui s'y connaît. Quand il s'agit de minéraux, ce sont les nains. Ils vivent tous ensemble dans la mine de Nelva. Les nains sont doués pour l'artisanat, l'extraction minière et la joaillerie. Ils savent tout faire. Si c'est vraiment le cas, Gok utilise la compétence d'artisanat. Même si Doro ne sait pas où se trouve la mine, il a un plan pour la trouver. La méthode la plus rapide et la plus éprouvée consiste à chercher depuis une grande hauteur. En cliquant sur le bouton créer, les ressources nécessaires ont commencé à se connecter. À un certain moment, il est temps d'accélérer pour atteindre certains objectifs. Cette personne perverse de plus de 99 ans qui a détruit sa maison mérite bien une bonne revanche. Et cette fille mystérieuse, elle n'a qu'à attendre encore un peu. Attendre qu'il obtienne ce genre de pouvoir qu'aucun joueur ordinaire ne peut égaler. Personne ne s'en sortira comme ça. En faveur de Gok, autre monde, aux terres sombres. L'armée de squelettes combat en supériorité numérique, affrontant 4 joueurs de haut niveau. Un utilisateur détruit plus de 5 squelettes en une seule attaque. Yuam est un guerrier de niveau 49. Le gars est content qu'il y ait beaucoup de squelettes et que ce ne soit pas aussi ennuyeux que la dernière fois. Une fille aux cheveux rouges, armée seulement d'un bouclier, réduit les os des squelettes en poussière et en cendres. Peach, demoiselle au bouclier, niveau 42. La fille remarque que, même s'il y a beaucoup de squelettes, ils sont tous terriblement faibles. Un gars avec des oreilles d'animal taquine une fille. Peut-être que c'est facile pour elle parce qu'elle est elle-même un monstre. Fox est un voleur de niveau 41. Et le dernier joueur de cette équipe, c'est Gress, une mage de niveau 45. Gress semblait penser que le niveau de difficulté avait été abaissé spécialement pour les nouveaux joueurs. C'était une décision très raisonnable, car si les monstres étaient trop puissants, il ne faudrait pas s'attendre à une arrivée massive de nouveaux joueurs, et les gars évoluaient plus vite que ce que les développeurs avaient prévu. Le serveur serait-il géré par des amateurs? Parce que récemment, le serveur avait même réussi à planter. Foxé pensait que leur équipe était la plus forte du serveur, mais Yuam trouvait ses paroles trop présomptueuses. Soudain, Gress remarqua quelque chose. Quelque chose de gros s'approchait d'eux dans les airs. Les joueurs gardaient les yeux grands ouverts pour observer l'objet volant non identifié. La visibilité était très mauvaise, mais chaque seconde, l'objet se rapprochait et sa silhouette devenait de plus en plus nette. Les garçons espéraient qu'ils avaient été repérés par un monstre inconnu. Yuam pense que ce monstre n'a vraiment pas de chance de tomber sur leur équipe en premier. Le groupe est prêt à accélérer l'atterrissage de l'objet et peut-être à gagner des succès spéciaux en l'éliminant. Pendant ce temps, dans la cabine de tête du Grand Yuri, Gok exulte. Ils sont enfin arrivés à destination. Les mines sont presque là, mais Doro dit que ce n'est qu'une résidence de squelettes. Alors qu'il se trouve dans la tête du Grand Yuri, Doro n'arrive pas à croire qu'il a accepté cette idée. Tu ne comprends toujours pas. C'est une question de romantisme, dit Gok, un large sourire aux lèvres. Gok était ravi qu'ils aient réussi à retrouver
trouver la tête du grand Turi. À ce moment-là, un murmure pitoyable. Tuez-moi, se fit entendre. En regardant par la fenêtre, le gars remarqua les utilisateurs vivant en bas. Il n'était finalement pas seul dans ce monde. Vu d'en haut, il était évident que le groupe était prêt à se battre ou à affronter quelqu'un. Un éclair de lumière intense aveugla même le personnage et Doro. De multiples frappes au sol furent dirigées vers un objet volant non identifié. Gok ne s'attendait pas à un accueil aussi chaleureux de la part des autres joueurs. Chacun des membres de l'équipe essayait d'attaquer la cible à distance, sauf Bouclier Paix. En regardant ses compagnons, la fille aux cheveux roux décida elle aussi de tenter sa chance. Elle a fait tourner son bouclier pour le lancer correctement. Une énorme force de rotation, combinée à un lancer plus puissant, aurait dû briser la défense du monstre dès la première fois, mais le bouclier a simplement rebondi sur la machine volante de Gok. Toutes leurs attaques n'étaient pas plus puissantes que des gouttes de pluie frappant une fenêtre. Gok ne comprend pas pourquoi ils sont si faibles. Peut-être qu'ils sont simplement des débutants. Après le combat contre ce type en spédo, les différences sont devenues immenses. Doro demande à l'homme ce qu'ils vont faire de ce groupe de joueurs. Vont-ils simplement les laisser partir? Il est hors de question que Gok veuille les laisser partir puisqu'ils ont attaqué les premiers. Le gars doit régler ses comptes. Le roi Gok se tourne vers Grand Tori et ordonne que les assaillants soient punis par une salve de tirs de canon pour les éliminer. Un groupe de joueurs remarque que les mâchoires d'un monstre inconnu commencent à s'ouvrir. Grand Tori charge son arme pour riposter. En observant la scène, Yuam ressent un profond malaise. 3 membres de l'équipe sont touchés de plein fouet. C'était la première fois qu'il faisait face à une telle situation. Yuam regarde ses camarades vaincus avec horreur. C'était incroyable. Une seule attaque a mis à terre 3 membres de l'une des équipes les plus puissantes. Gok aperçut un survivant. Il aurait été préférable qu'il encaisse le premier coup, mais désormais la cible devait être frappée, jusqu'à ce qu'il ait une frappe directe sur la dernière cible, Ma, et 10 fois plus de tâches à rayons. Grand Tori libère une grande quantité de rayons en direction du dernier aventurier, tandis que son soutien psionique opérait. La terre fut engloutie par les flammes. Il était impossible de voir ce qui se passait, mais d'une manière ou d'une autre, miraculeusement, Yuam parvenait à éviter les rayons mortels. Mais cela ne dura pas longtemps, et finalement toutes les cibles furent touchées. Après l'atterrissage, Gok et Doro sortent pour jeter un coup d'œil aux alentours. Yuam était inconscient. Même l'épée du forgeron d'armes ne pouvait pas l'aider à faire face à la menace imminente. Doro ne comprenait pas pourquoi ils avaient atterri, puisqu'il n'y avait personne à qui demander des informations sur les mines, à moins que Gok ne ressuscite les anciens squelettes et n'apprenne le chemin grâce à eux. Le garçon aimait bien cette idée. Cela pourrait très bien fonctionner. Gok serait ravi de se lancer dans une nouvelle aventure. Il toucha des os et des crânes avec sa pelle, récupérant des matériaux sur eux. La première tâche de collecte de ressources fut un succès. Immédiatement après, une fenêtre apparut avec la possibilité de créer de nouvelles recettes. Les conditions d'activation étaient très étranges, mais aussi très intéressantes. Gok allait désormais pouvoir créer de puissants squelettes en fonction des combinaisons de ses ressources. Le garçon était impatient d'essayer ses nouvelles compétences, d'autant plus qu'il y avait plein de ressources pour créer tout ce qu'on pouvait imaginer. Au bout d'un moment, le garçon crée quelque chose de petit et d'osseux, une autre créature faite d'os, qui ressemble à un chien. Le garçon a appelé son Shobanaji, et maintenant il a plein d'autres amis. Doro demande au garçon d'accélérer et d'arrêter de traîner. Ils n'ont pas le temps de jouer. Soudain, le garçon s'intéressa à un autre message du système, une création spéciale, lui offrant l'opportunité de créer quelque chose d'unique. Comme le garçon avait créé plus d'une centaine de modèles uniques, il eut la chance de pouvoir créer quelque chose d'incroyablement rare. Souriant légèrement, Gok dit qu'il avait justement quelque chose comme ça en tête. Sans réfléchir une minute de plus, le garçon appuya sur le bouton de création. De gros os commencèrent à s'assembler. Gok et ses amis regardaient, la bouche grande ouverte. C'était quelque chose d'impensable. Le garçon et Doro furent très effrayés par ce qu'ils virent. Au milieu des explosions triomphales de feux d'artifice, Gok apparut. Il salua son maître. Le squelette aux 7 étoiles fut créé à partir d'une créature épique, le roi Lich lui-même, qui prêta allégeance. Le roi des morts s'agenouille et demande à son maître de lui donner un nom. Doro panique. Cette créature ne lui plaît pas du tout. Ce squelette pourrait poser un gros problème. Le roi Lich est le monstre le plus rusé et le plus maléfique. Il ne se soumettrait jamais à qui que ce soit. Mais Gok avait déjà pris sa décision. À partir de ce moment, cette créature s'appellerait Pigudu. Malgré les réserves de Doro, Gok était satisfait de son nouveau serviteur. Il semblait obéissant et était sûr qu'il réussirait. Le Lich remercie son maître en l'appelant par son nom et lui demande quelle sera sa première volonté. Bien sûr, Gok demanda immédiatement à Piguduc s'il savait où se trouvait la mine de Nelva. Doro voulait intervenir, mais le roi Lich l'arrêta aussitôt car il savait en réalité où elle se trouvait. Gok leur demande de l'Y escorter sur le champ. Le Lich, prêt à obéir, dégaina sa dague ensanglantée. Quelques instants plus tôt, lorsque 2 instruments apparemment ordinaires sont entrés en contact, une lueur intense a illuminé la sombre forêt d'un autre monde. Au moment où la planète s'est brisée, un flux d'énergie sans précédent s'était lancé dans l'espace. Quelques instants plus tard, le développeur du jeu a tout rétabli comme avant. Beaucoup de gens n'ont pas compris ce qui s'était passé sur le serveur. Ils ont levé les yeux vers le ciel et ont vu quelque chose que personne n'avait jamais pu voir. Il n'y avait pas que les utilisateurs ordinaires qui ont assisté à cela. Les différents monstres qui peuplaient la planète ont également remarqué les signes. Même les habitants des profondeurs marines sont remontés à la surface pour voir l'inimaginable de leurs propres yeux. Certains membres de la royauté ont observé l'incident avec étonnement. En réalité, c'était plutôt amusant. Se pourrait-il que ce soit le message du nouvel hôte venu d'un autre monde? Pour les utilisateurs et tous ceux qui convoitent la place de souverain d'un autre monde, c'était un message des plus marquants pour tous ceux qui ont vu les mots gravés sur la lune. Ce jour sera connu comme le jour de l'avènement du roi. Revenons à notre héros. Ils sont prêts pour le voyage vers la mine de Nelvin, mais Gok veut d'abord faire quelque chose. Le garçon se retourna brusquement et s'adressa au roi des morts. À ce moment-là, le Lich cacha sa dague derrière son dos. Le garçon pense qu'il est temps de changer les choses et que les squelettes n'ont plus besoin de se cacher. Le roi Lich ne comprend pas ce que Gok veut dire. Le garçon explique qu'ils ne peuvent pas simplement quitter ces terres. Après tout, il reste encore beaucoup à faire et les hautes terres sombres ont besoin d'un bon bouleversement. Pendant ce temps, le Lich continue de cacher sa dague aux yeux de GC. Le garçon suggère qu'il reste un peu plus longtemps et, en entamant une affaire importante à ses yeux, Piguduc ne comprend pas ce que l'homme essaie de dire. Échangeant des regards, Gok demande à tout le monde de se préparer. La sécurité avant tout.
Le roi Lich se retrouve aussitôt vêtu de l'uniforme d'un ouvrier du bâtiment. Gok a décidé de construire l'espace de vie le plus sûr possible. Ils peuvent le construire en peu de temps s'ils unissent leurs forces. Leur objectif est une tour forteresse où il est nécessaire de rassembler de nombreuses armes afin que personne ne s'approche. La sécurité est leur responsabilité. Tous les squelettes sont en liesse et enthousiastes à propos des nouvelles idées. Le roi Lich reste toujours perplexe face à ce qui se passe. Rendre les squelettes grands à nouveau. Au bout d'un moment, le roi Lich lance sa dague, la rattrape, puis la brandit de toutes ses forces pour couper le ruban rouge. La construction de la tour des ténèbres est officiellement terminée. C'était vraiment une œuvre magnifique. Gok regarde à Doro et lui demande d'effectuer le dernier test de sécurité. Doro n'était clairement pas enthousiaste à l'idée de recommencer, mais la parole du Seigneur passait avant ses envies. Se concentrant sur l'intrus, Doro se tourna lentement vers la tour. En quelques secondes, la cible fut identifiée et détruite. Le test final fut un succès. Gok pouvait désormais poursuivre son voyage l'esprit tranquille. Si un ennemi apparaît qu'il ne peut pas affronter, ils doivent tirer un signal laser et s'enfuir. Lorsqu'ils le verront, Gok viendra certainement à leur secours. Après avoir dit au revoir à Bangaji, Gok posa les yeux sur sa nouvelle demeure. Il n'y a plus de tâches pour Gi ici et ils vont se diriger vers la mine de Nelva. Ils montent sur la moto et disent une nouvelle fois au revoir à tout le monde. L'aventure sur l'île des ombres a été palpitante, mais il est maintenant temps de passer à la quête principale. Doro a demandé pourquoi ils avaient changé de véhicule et laissé Grand Ori derrière eux. Di a expliqué qu'il était très lent et maladroit. Le roi Sansu ne comprend pas pourquoi le gars a passé autant de temps à cet endroit. Doro était également perplexe, car ce n'était pas sa destination principale. Gok a expliqué que c'était amusant et qu'il s'était beaucoup amusé là-bas, en plus de s'être fait de nouveaux amis. Le roi Sansu y réfléchit. Piguduk aimerait aussi que cette aventure soit agréable. Gi essaierait de faire en sorte que ce soit le cas. Et en effet, ils ont passé un moment merveilleux sur la route. Le soir, assis autour du feu de camp, marchant à l'air frais, ils finirent par atteindre la mine avec succès. En s'approchant de l'entrée, ils remarquèrent de grandes poutres de soutien. Tout le couloir était éclairé par des lampes de mineurs rouges. C'était un endroit vraiment spectaculaire au premier coup d'œil. D'accord, tout cela semble bien. Mais où sont les nains? D'après le dernier souvenir du roi Lich, il n'y avait eu aucune nouvelle des nains dans la mine depuis un certain temps. Gok fut choqué par ce qu'il entendit. Depuis un certain jour, les nains avaient cessé de sortir de la mine. Parmi ceux qui étaient allés à la mine pour découvrir ce qui s'était passé, personne n'était revenu. Doro paniqua car le Lich ne lui avait jamais parlé de cela auparavant. Le roi mort répondit qu'on ne lui avait pas posé la question. Alors que le groupe réfléchissait à ce qu'il fallait faire maintenant, quelqu'un les observait d'en haut. Soudain, Gok remarque que deux individus l'attaquent à distance. Doro et le Lich repoussent l'attaque des inconnus, tandis que des yeux rouges brillants les observent avec étonnement. Je demande à Pagudak d'aller voir ce qui se passe là-bas. Le Lich est ravi d'exécuter l'attaque. En voyant le roi des morts foncer agressivement au combat, Gok demande qu'on ne les tue pas, mais qu'on les capture seulement. Le Lich donne deux fortes gifles aux deux nains. Gok observa attentivement les assaillants. Ce sont les types que nous cherchions. Le gars trouva étrange que les nains soient aussi agressifs. Ont-ils toujours été comme ça? En s'approchant de l'un d'eux, l'individu commence à le ramener à lui. Après l'avoir repris connaissance, le nain conseilla aux étrangers de partir d'ici. Tous les nains de cette mine ont maintenant perdu la raison et sont devenus violents. Quiconque entre ici sera tué. Après ces paroles, le groupe décida de jeter un coup d'œil aux alentours et remarqua la présence d'un grand nombre de nains hostiles. Donc, s'ils avaient réussi à ramener ces deux-là à la raison, il devait bien y avoir un moyen de faire de même avec les autres. Il est probable que les violents coups reçus à la tête les aient ramenés à eux-mêmes. Souriant légèrement, le gars eut une idée fantastique. Il existait une méthode simple et efficace, la physiothérapie. Gok se tourna vers les nains. Il essaie de les provoquer pour qu'ils attaquent et il y parvient. Les nains sont furieux et veulent en découdre. Le spectacle commence. 3 contre toute une famille de nains. Lich a immédiatement recours à ses capacités magiques, lançant plusieurs modes d'énergie sombre sur l'armée d'adversaires qui approche. Doro agit comme un véritable crabe, s'infiltrant dans la tête des vieillards. Et Gok utilise ses points mécaniques pour projeter son groupe de résistants dans toutes les directions. Cela semble être une tâche très excitante. Dès que le gars demande à tout le monde de rester vigilant, il expose son dos à une attaque. Gok repère son assaillant et contre l'attaque avec succès, au même moment où il est aidé par le roi Lich. Le gars ne s'attendait pas à voir Lich à ses côtés. Il s'était perdu de vue et le gars dit qu'il aurait pu s'en sortir tout seul. Lich n'en doute pas une seconde. C'était juste une coïncidence. En observant la scène, le premier nain à s'être réveillé leur demanda de ne pas faire autant de bruit, car un tel vacarme pourrait réveiller un vrai monstre. Soudain, une énorme patte osseuse brise les murs de la mine. À cet instant, tout le monde autour resta figé de surprise. La bête endormie venait de se réveiller. Personne n'avait jamais rencontré cette créature auparavant, pas même Doro, qui connaît pourtant bien tous les grands monstres. Les choses ont maintenant pris une tournure complètement différente. Ils allaient devoir affronter un adversaire bien plus puissant qu'une bande de retraités déjantés. Gok et Doro se retirent à une distance sûre pour élaborer un nouveau plan. C'était un dragon zombie ressuscité par une malédiction. Vous pouvez lire plus d'informations dans la fenêtre contextuelle. Le monstre ne laisse aucune chance de se préparer et attaque rapidement. Pour des raisons inconnues, le dragon zombie ne poursuit que le garçon. Doro est très content que, cette fois-ci, il n'ait pas à servir de cobaye et à attirer le monstre sur lui. Il faut qu'on fasse quelque chose d'urgence, la situation devient incontrôlable. Gok se met à courir et appelle Grand Touriste. Grand Touriste a l'occasion de prouver qu'il n'est pas aussi inutile qu'on le prétend. Le monstre hostile est prêt à se battre. Le combat des géants est donc sur le point de commencer. Chaque adversaire a l'air intimidant, mais Grand Touriste n'a pas l'habitude qu'on le prenne de haut. Il démarre son moteur et essaie de prendre de l'altitude pour poursuivre le duel de regard. D'un mouvement brusque, le dragon zombie lâche le propulseur et atterrit ainsi en avant sur le sol. Le monstre attrape la tête de Grand Touriste avec ses pattes. On dirait que ce combat va se terminer par une défaite pour l'homme en vert. Doro n'arrive pas à contrôler les mouvements de Grand Touriste. Ses mouvements sont raides. Il a besoin de son corps maintenant. C'est la demande de Gok, mais il ne sait pas encore comment il peut aider car il n'a pas les ressources nécessaires. Soudain, le gars se souvient d'une fonctionnalité intéressante. Il peut créer quelque chose comme ça avec des os. Soudain, une forte lueur apparaît à l'endroit où se trouvait la tête de Grand Touriste. Le dragon zombie continue simplement de fixer la lumière éclatante sans comprendre ce qui se passe. Le monstre vit quelque chose d'incroyable devant lui.
Gok a de nouveau créé un objet en utilisant la compétence de fabricant d'os. Cette fois, il s'agit d'une créature légendaire et le nombre d'étoiles est impressionnant. Un énorme crâne de grand touriste d'un niveau incroyablement dangereux est apparu devant le pauvre dragon zombie. Que ce soit par peur ou par assurance, le monstre poussa un cri perçant. Le grand touriste a attaqué directement avec sa tête. Le monstre a immédiatement perdu connaissance, après quoi le grand touriste d'os a projeté son adversaire dans les airs avec sa queue. Gok observe attentivement la situation et ordonne d'achever le monstre. Le grand touriste lève la tête et ouvre la bouche, rassemblant assez d'énergie pour une attaque finale. Un coup direct sur l'ennemi. La puissance d'une telle attaque a pratiquement vaporisé le dragon zombie. La foudre continue de tout détruire sur son passage. Tout le monde assiste à ce spectacle incroyable. De toute évidence, personne n'a jamais vu quelque chose de semblable auparavant. Gok est également satisfait. Peut-être que ce monstre était la cause de toutes ces disparitions mystérieuses. Des spectateurs s'étaient aussi rassemblés à l'extérieur, observant l'énorme pilier d'énergie transpercer la montagne ancestrale. L'un d'eux pense qu'apparemment, ils ont réussi à le vaincre. Que vont-ils faire maintenant? L'homme aux cheveux colorés a posé la question à son maître. L'homme a sorti un morceau de papier et l'a froissé. C'était vraiment une bonne question. Le contrat n'était plus valable et l'homme l'a jeté. Cet homme est un requin appelé Attiller et son assistant s'appelle Rom. Il semble qu'à présent, il doit contacter un idiot quelconque. Bientôt, le vacarme dans la mine de Nelwyn s'est apaisé. Les nains, qui avaient repris connaissance, ont commencé à célébrer leur liberté tant attendue. En s'approchant de l'œil du dragon zombie vaincu, ils n'arrivaient pas à croire qu'ils avaient été gouvernés par quelqu'un comme lui. C'est tellement humiliant. Pendant que les paladins inspectaient les restes du monstre, Gok demanda à Doro s'il avait trouvé quelque chose d'intéressant. Doro répondit que c'était vide. Le petit homme bête fit remarquer qu'il se passait quelque chose d'étrange ici. Il ne devrait pas y avoir de monstre ici qu'ils ne connaissent pas. C'était la première fois qu'il en voyait un comme celui-là. Puis l'un des nains m'a dit que la créature était soudainement apparue dans la mine un jour, ajoutant que des rumeurs lui étaient parvenues selon lesquelles ces types les avaient sauvés. Le mineur, qui me le remercia sincèrement après avoir serré la main de Gok et du nain à la barbe verte. Profitant du moment idéal, le protagoniste demanda quelque chose au mineur, lui tendant la vieille paix. Il a demandé de quel matériau elle était faite. Lorsque le nain âgé prit l'objet dans ses mains, tout le monde comprit aussitôt qu'il était un véritable maître dans son art. Cette texture, ces courbes. Il a instantanément analysé l'essence de cette merveille. La réponse qu'il donna à la question a choqué tous les présents. Il n'a aucune idée de ce qu'est cette pelle ni de ce dont elle est faite. En fait, il ne sait vraiment rien sur ce minerai. Il a trouvé cela fascinant. Alors après avoir dit au revoir à ses sauveteurs, Kim a décidé de s'en aller avec Appel. Mais il s'est vite rendu compte de ce que ce vieux bonhomme était sur le point de faire. Gok l'a attrapé par la barbe, furieux, et lui a crié de ne pas partir si précipitamment. Au bout d'un moment, le roi Gok a démontré les capacités de cette pelle au nain. Après avoir construit une grande fontaine en forme de dragon zombie, il a levé la pelle et a de nouveau demandé si quelqu'un savait de quel minerai il s'agissait. Le gardien de la mine répondit une fois de plus qu'il n'en avait aucune idée, mais il ne serait pas contre accepter l'objet en cadeau, laissant ses paroles lui passer au-dessus de la tête. Gok se demanda ce qu'il devait faire ensuite. Il voulait toujours savoir de quoi étaient faites ses armes. Alors il demanda au roi Lich s'il savait où se trouvait le meilleur endroit pour obtenir des informations dans l'autre monde. Piguk, de son côté, conseilla d'aller à la rampe de lancement, car c'est là que les utilisateurs commencent le jeu. Il y aura probablement aussi beaucoup plus d'informations différentes là-bas. Cependant, Joseph est surpris qu'il y ait une rampe de lancement dans ce monde. Lui-même était apparu au milieu du champ. Alors d'où venait cette ville initiale? Rim, est-ce que cet idiot est déjà arrivé? Attiter demanda à son assistant en traversant le marché de la place de lancement. Le suivant, Rim raconta que l'idiot avait promis d'apparaître après avoir terminé toutes ses tâches. Leur conversation fut interrompue par les cris de quelqu'un qui attira l'attention de la foule en montrant à tous un prospectus sur lequel était dessinée la tête d'un cerf-volant mécanisé. Le garçon demanda à tout le monde d'écouter attentivement. Yuam expliqua au public que ce monstre était incroyablement puissant et que s'il était laissé en liberté, cette créature transformerait un autre monde en désert pour les autres. Entendre l'appel à l'aide de l'équipe de Yuam fut une surprise. Dans ce cas, la situation était effectivement grave. Le spectacle divertissait Lone Shark alors qu'il longeait la file des cavaliers. Il remarqua que tout le monde était très énergique aujourd'hui. Au même moment, il entendit une voix familière. « Tu es sûr de toi ?» demanda la femme sur un ton enjoué. « Si c'est comme tu le dis, affronter ce monstre sera sans aucun doute extrêmement amusant. » Aussitôt que la femme eut prononcé ces mots, les rangs des chevaliers commencèrent à bouger. Tout le monde sur la place reconnut immédiatement le motif sur l'armure des soldats. À présent, les gardes du palais royal étaient en tête. Les membres de la guilde divine étaient rassemblés là. En plus d'eux, des guerriers en cape rouge défilaient également sur la place. Les capes rouges ornées de croix blanches indiquaient clairement qu'un groupe des 10 plus puissants chevaliers sacrés était arrivé. Il s'agit de la guilde Crossing the Line, un groupe des plus puissants magiciens de la cour royale, qui faisait également partie de l'événement, appartenant à la guilde de la Terre Sainte. Valbinden, la guilde des voleurs vertueux, prit aussi sa place. Et pour compléter ce défilé, la plus puissante organisation venue de l'autre monde fit son apparition, la guilde de la justice. Le rassemblement des 5 guildes en un même lieu forma une nouvelle structure, l'Alliance des guildes du monde, une branche issue de l'autre monde. L'actuelle commandante de cette organisation est Mademoiselle Hawk. Le discours de Yuam et de sa troupe attirait son attention. Et désormais Yuam devra escorter Mademoiselle Hawk ainsi que la guilde du monde jusqu'à l'endroit où ce monstre est apparu. Au même moment, quelque part dans la mine de Nelwyn, le roi Gok avertit son partenaire qu'il devait se déconnecter maintenant pour faire une courte pause. À son retour, il prévoyait d'aller directement à la rampe de lancement. Appelant Kim à s'approcher, le garçon lui demanda s'il pouvait s'occuper des affaires de la mine pendant son absence. Le vieux nain avertit qu'il passerait probablement son temps à boire et à se reposer tant qu'il vivrait sous l'oppression du monstre, ajoutant qu'il était fichu. Doro demanda au nain ce qu'il avait dans son sac à dos. C'est alors que Kim sortit le diamantium et annonça qu'il allait le vendre sur la place, et que Gok toucherait la plus grosse part de cette affaire. Naturellement, c'était une forme de gratitude pour avoir sauvé les nains de la prison. Après avoir négocié avec le gardien de la mine, le protagoniste quitta le jeu. Il laissa le roi des morts responsable de la sécurité de Kim, du diamantium et des nains. Avant que Gok ne disparaisse définitivement du monde du jeu, tous les nains lui firent des adieux chaleureux, lui faisant
faisant signe de la main également. Il sourit et promit de revenir dès que possible. Alerte système, vous avez été déconnecté du jeu. Le roi Gok, avec le même sourire sur le visage, était allongé sur le lit, la main levée. De retour dans la réalité, il retira lentement ses lunettes de casque VR. Pendant un moment, il resta simplement là, fixant le plafond avec une expression insatisfaite. À chaque fois qu'il revenait du jeu, la réalité le frappait de plein fouet. Après être resté assis un peu plus longtemps, le garçon sentit une grande faim. Après avoir préparé un curry, il s'assit à table et alluma les informations comme d'habitude. Chronolive, Another World était en tête des classements de popularité médiatique. Les reportages indiquaient que la pénurie récente d'un matériau rare avait provoqué un tollé mondial. Ce minerai s'appelle le diamondium. Le diamondium n'avait pas été mis sur le marché depuis un mois à cause d'un important site d'échange et son prix avait été fixé à 10 fois sa valeur initiale. En entendant cette nouvelle, Jacques se souvint que c'était le minerai qu'Holkim comptait vendre. Eh bien, dans ce cas, ce type va gagner un peu plus d'argent que prévu. À peine eut-il pensé à cela que les informations annoncèrent que le prix actuel du diamondium sur le marché était de 100 millions par kilogramme. Surpris, le gars recracha même le curry qu'il venait de mettre dans sa bouche. Il ne s'était même pas rendu compte que tout ce temps, il était littéralement assis sur une montagne d'or. Pendant ce temps, à la petite auberge de la ville de départ, Rome était vraiment agacé par le fait que cet idiot soit aussi en retard. Et s'il ne se montrait même pas, cependant, Atiter était persuadé qu'il viendrait à coup sûr. Il déteste perdre plus que la mort elle-même. N'empêche, cet idiot est vraiment le plus grand idiot du monde. Ah, ce n'est pas très chevaleresque, hein, murmura Lone Shark avec un sourire. Au même moment, une sorte de grondement se fit entendre au centre de la ville initiale. Alerte système, connexion à un autre monde. Après cette annonce, la silhouette d'un guerrier inconnu commença à se former en plein milieu de la place bondée. Selon la définition du système, cette personne est numéro 1. Son armure dorée, ses cheveux rouges et la couronne ornée d'une pierre violette sur sa tête. Tous ces éléments le distinguent de la masse grise. Le meilleur guerrier hardcore leveling est de retour. Peu de temps après, à l'auberge, Lone Shark, souriant doucement, fit remarquer que cela faisait un moment qu'il ne s'était pas vu. Acquiescent, le guerrier hardcore leveling demanda à Titer comment il allait. Des rumeurs lui étaient parvenues selon lesquelles le dragon zombie était mort. Le guerrier hardcore aurait aimé s'en occuper lui-même, mais il semble qu'il soit arrivé trop tard. Alors que Rim servait le thé à son invité avec irritation, Atiter commença à parler du garçon qui avait tué le dragon zombie. Il semble qu'il ait pris possession de la mine de Nelwen après le combat. Après avoir taquiné Rim, le guerrier hardcore demanda à se rapprocher de l'action. Tu vas me demander de l'éliminer demanda-t-il, prenant une gorgée épique de son thé, avant de s'effondrer par terre en hurlant de douleur, la langue brûlée par la boisson trop chaude. Pendant ce temps, lançant une sorte de feuille métallique sur le gars allongé au sol, Atiter lui demanda s'il acceptait la nouvelle mission. La feuille atterrit directement sur le visage du guerrier hardcore en train de monter de niveau. Ta mission sera de trouver celui qui a pris possession de la mine de Nelwen dans les hautes terres sombres. Le guerrier hardcore devra alors se conformer à ce qui est stipulé dans le contrat. Au même moment, à la mine de Nelwen, soudainement, le maître de ces terres était de retour dans le jeu. Mais pourquoi Siri? Cela ne fait même pas quelques heures. Dès son apparition dans l'autre monde, le roi Gok déclara qu'il devait se dépêcher. Aujourd'hui, sa destination était la place principale. Vieux qu'il ne s'attendait pas non plus à ce que le type se pointe. Alors il est sorti à sa rencontre en tenue de sieste de l'après-midi, tout excité par ce qu'il venait d'entendre aux infos. Gok était prêt. Tout était prêt à partir, puis le type annonça qu'il partait maintenant. Personne ne comprenait pourquoi il fallait se dépêcher. Gok laissa une fois de plus son fidèle roi Lich en charge de la mine. Il choisit le garde le plus intelligent et le plus fort pour protéger une installation stratégique aussi importante. Remarquant que le monsieur était très pressé, Paguda fit remarquer qu'apparemment, le prix du diamantium était assez élevé. Après tout, ils étaient à côté d'une île sombre. Tout le monde sait que le diamantium n'est pas fréquent, même dans les endroits riches en minerais. C'est pourquoi le roi des morts vivants lui rappela qu'il ne serait peut-être pas prudent de transporter autant de matériaux précieux. Une bonne sécurité ne suffit pas. Il faut aussi un moyen de transport fiable. Après avoir réfléchi à la façon dont ils allaient transporter autant de diamantium, le Lich et son maître sont parvenus à un consensus. Quelques minutes plus tard, toute l'expédition était assise dans le véhicule improvisé créé avec la tête de Grand Touri. L'idée de Pigunok était vraiment ingénieuse. Ils ont simplement détaché la tête, ce qui a résolu tous les problèmes de sécurité. De plus, ce mode de transport n'était pas seulement pratique, il était aussi plutôt rapide. Et alors que Gok vantait fièrement Grand Touri, le bruit d'un arc qu'on décoche se fit entendre à proximité. La flèche vola à une vitesse fulgurante et transperça la roue de la machine. L'impact fut si violent qu'il projeta Grand Touri dans les airs, laissant Gok et tous les passagers sous le choc. L'armée de la Guilde mondiale devint visible au sommet de la colline la plus proche, et celle qui avait tiré cette malheureuse flèche n'était autre que Mademoiselle Oak. Grand Touri se retrouva encerclé dans une zone dégagée. Pour Oak, c'était le cadre idéal pour commencer sa représentation. Pointant une flèche munie de TNT vers le ciel, la femme annonça une attaque générale dès qu'elle relâcha la corde de son arc. Une vive lueur rouge apparut dans le ciel. C'était en réalité le signal pour le reste des troupes. La Guilde divine, menée par leur commandant, lança une attaque au corps à corps. L'équipe de la Guilde Crossing the Line, avec Matthew Yang et l'avant-garde, servirait de soutien. Et bien sûr, pour créer un effet de surprise, le monstre serait également attaqué depuis le ciel. Et pourquoi ces types sont venus ici, je n'en ai aucune idée. Après avoir donné ses ordres à la majorité des troupes, Monsieur Hawk se lança lui aussi dans la bataille avec les membres de sa guilde. L'alliance des guildes du monde avait complètement encerclé Grand Touri. En regardant par la fenêtre de sa voiture, Gok ne parvenait pas à identifier qui étaient ces gens, mais cela n'avait plus d'importance. Sans chercher à en savoir plus, le gars activa le Medimeshabim. Cependant, Mademoiselle Hawk s'attendait déjà à cette action. Avant que Grand Touri n'attaque, la femme ordonna l'exécution du plan A. Grâce à cela, tous les soldats réussirent à esquiver et à contre-attaquer. Les commandants de guilde ne furent pas en reste et avancèrent eux aussi en première ligne. Observant la scène depuis les hauteurs, Bibid Bababou remarqua que certaines informations concernant le monstre correspondaient au rapport des joueurs qu'il avait affrontés. D'ailleurs, le perdant Yuam était également présent lors de cette bataille. Courant en tête de tous les commandants et escouades, il sauta directement sur la coque de Grand Touri. Brandissant son épée de toutes ses forces,
force. Il tenta de transpercer l'œil du monstre. Mais lorsque sa lame toucha l'œil, un bruit suspect de verre se fit entendre. N'ayant pas réussi à transpercer l'œil de l'ennemi, Yuam remarqua la silhouette d'une personne de l'autre côté de la vitre. Appuyé contre la vitre, Gok se mit à lancer un regard haineux au gars. Il fit alors pivoter brusquement le compartiment vitré de Grand Touri, écrasant Yuam contre la coque de la gigantesque machine. En voyant un joueur comme eux, l'armée de la guilde mondiale resta paralysée. Bande de maudits voleurs, rugit le roi Gok, furieux. En levant le pied, il cria encore plus fort qu'il n'était pas question qu'il abandonne son diamantéum. À ce même instant, un immense pied mécanique apparut sous la tête de Grand Touri. Lorsque le gars se mit à frapper la coque de la machine, le pied mécanique, répétant ses mouvements, commença à écraser les ennemis un par un. Ne comprenant toujours pas ce qui se passait, les commandants et leurs troupes tentèrent de fuir le champ de bataille. Cependant, la panique générale fut maîtrisée par le chef de la guilde des voleurs. Les soldats et leurs commandants restèrent stupéfaits en voyant le joueur. Ils ne savaient pas s'il était un allié ou un ennemi, alors ils hésitèrent. Désormais, cependant, c'était clair. Ce salaud les avait attaqués et était donc officiellement devenu un ennemi. Rapidement, les chefs de guilde se ressaisirent. Ils lancèrent une attaque combinée, se soutenant mutuellement et réduisant rapidement la distance avec leur cible. Au moment où Gok pensait que tout était perdu, une voix inconnue se fit entendre. Première forme de l'épée dégainée, un éclair de clair de lune. Après avoir prononcé ces mots, le guerrier hardcore Levling terrassa la plupart des soldats de la guilde du monde présents sur le terrain. En voyant une telle démonstration, Gok et les autres restèrent paralysés de stupeur. Pendant ce temps, l'épéiste aux cheveux rouges avait déjà atterri à ses côtés. En s'approchant, l'étranger demanda s'il était bien le type à la pelle qui avait pris la mine. Regardant le rouquin avec méfiance, Gok demanda « Et si c'était moi ?» Puis, frappant sa pelle avec son épée, le guerrier hardcore Levling répondit « Cher client, permettez-moi de vous escorter en lieu sûr. »